Donc j'invite à me rejoindre la réalisatrice de Madame Rodin, l'âge mûr, Lana Cherami. Bienvenue. Merci. Alors, première question qui concerne justement le début du projet. Le film est autour donc d'une figure de femme complètement effacée, je dirais, de l'histoire, donc Rose Boré, la compagne d'Auguste Rodin. Donc, qu'est-ce que c'était l'élément, voilà, déclenchant? Qu'est-ce que c'était de sa vie, de cette figure de femme qui vous a intéressé, qui vous a poussé justement à construire un film autour d'elle? C'était justement l'absence de biographie. En fait, j'ai découvert l'existence de Rose Beuret en lisant une biographie sur Camille Claudel. Donc ça raconte un peu, ça va bien avec le film, on va dire. Et oui, j'étais un peu surprise, comme voilà, moi je suis pas spécialiste de l'histoire de l'art, donc et non plus de Rodin, donc je ne connaissais pas Rose Beuret, et j'étais surprise de voir qu'elle était si peu racontée en fait, voilà, que ça soit dans les biographies de Rodin ou autres. Et la deuxième chose qui m'a intriguée avec ce personnage, c'est que c'est une femme qui n'était pas artiste du tout. C'était une femme du quotidien qui a rencontré Rodin alors qu'elle était blanchisseuse ou couturière, enfin voilà, qui était une petite main, quoi. Et pourtant, voilà, elle a voué toute son existence au travail de son compagnon. Parce qu'il faut savoir, donc, il y a un truc qui est montré dans le film, c'est que quand lui était absent, c'est elle qui s'occupait d'entretenir les sculptures. Et donc elle a joué en fait un rôle majeur à plein de niveaux dans l'existence de Rodin. Et je me suis tout de suite dit, si cette femme n'avait pas existé, Rodin non plus. Il n'y aurait pas de Rodin, quoi, sans Rose Beuret. Donc voilà, j'ai eu envie de raconter cette histoire pour ces deux raisons-là. Le film trace aussi un parallèle entre le destin de ce personnage, de cette femme, mais aussi les communards. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ce choix? Alors, c'est un choix qui s'est imposé à moi un peu par hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'essayais de reconstituer la biographie de Rose, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les premières années dans les ateliers du début, quoi, avec la pauvreté et tout ça. Je me suis, à un moment donné, posé la question, voilà, où est-ce qu'elle était à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle faisait. Et j'ai fait le pari qu'elle était à Paris et que lui était absent. Et il se trouve que c'est un pari qui s'est avéré réussi, c'est vraiment ce qui s'est passé. On a pu confirmer ça par la suite avec le musée Rodin. Donc Rose était bien à Paris au moment de la Commune. Et puis tout de suite, voilà, le parallèle est devenu un peu évident entre le destin de cette femme qui a été, je dirais pas rayée de l'histoire, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui sont oubliés, mais c'est pas forcément volontaire. Là, pour le coup, je pense que voilà, ça a été complètement involontaire. Et puis, le destin des communards qui est un peu différent, dans le sens où voilà, on n'en parle pas, mais à mon avis, c'est plutôt le volontaire, pour le coup. Parce que c'est quand même une drôle de façon d'entrer dans la 4e République. D'instaurer la République, surtout. Commencer ça par un massacre, voilà, ça peut poser question. Voilà, l'idée du film, c'était quand même de mettre en lumière toutes ces figures-là qui ont pu passer à la trappe, ces femmes et ces hommes du quotidien qui ont participé à écrire l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et voilà, il y a aussi parlé de comment est-ce que l'art, parfois, échoue un peu dans cette vocation de remettre la lumière sur ces gens-là. Et puis aussi des créations, puisque même si Rose n'a jamais été vraiment une sculptrice, voilà, une artiste, mais sa manière de se prendre soin de cette statue, bien sûr, renvoie à plein de choses, plein de niveaux, mais c'est aussi à un premier degré aussi, c'est prendre soin d'une statue, donc de continuer, compléter, faire exister l'œuvre de Auguste Rodin, mais c'est aussi quelque part, une double fantomatique. Ah oui, complètement. Des Rodin. Donc, oui, il y a quelque chose aussi par rapport à l'absence aussi des Rodin. Il y a un truc oui, en fait, c'est un portrait de Rodin en creux, quoi. C'est-à-dire qu'il est jamais là, mais il est là partout, tout le temps. Voilà, il y a une lettre de lui qui est lue, mais par un autre. On le voit une fois dans le film. Il y a une lettre qui lui est destinée aussi à la fin. Il est là tout le temps, en fait. Et donc, effectivement, elle se raccroche un peu à cette sculpture. Et puis, il y a un moment donné où on peut se poser la question de savoir si c'est bien Rodin qu'elle enlace à la fin ou si c'est ce petit facteur qui a disparu sous ses yeux. Voilà, en tout cas, oui, le corps de la statue devient un peu un être vivant à part entière.
Et alors sur le fait d'entretenir la sculpture comme ça, pour moi, il y avait quelque chose de très intéressant dans le fait que l'argile, en fait, on ne peut pas la laisser sécher. Et quand il fait froid, il faut absolument l'entretenir avec des linges humides et chauds pour pas qu'elle gèle. Donc il y a un truc de constance comme ça. On est obligé d'être tout le temps actif, tout le temps présent, comme quand on s'occupe d'un animal ou d'un être vivant, en tout cas. Et donc il y a ce truc de la constance et du fait qu'en fait, ces artistes-là, quels qu'ils soient, il y a souvent quelqu'un dans leur vie qui est là de manière constante pour leur permettre de créer. Et qui, en général, c'est des gens qui participent à la vie matérielle. Bon, je pense à Van Gogh, à son frère Théo, etc. Il y a beaucoup. En fait, les artistes ne sont parfois rien sans ces gens-là. Et on parle jamais de ces gens-là. Donc, voilà. Est-ce que c'était pas vertigineux d'aborder un film historique comme ça, parce que ça doit être hyper flippant, quoi, de se dire comment on matérialise la vie sans être dans les clichés. Ah oui, c'est vrai. J'avais fait un autre film avant celui-ci, un autre court-métrage qui était déjà un film d'époque, donc on avait déjà rodé quelque chose. J'ai travaillé avec la même chef opératrice et la même chef déco, par ailleurs. Mais oui, il y a quelque chose de vertigineux. Moi, je me suis beaucoup intéressée au 19e siècle à travers la littérature, donc j'avais puisé comme ça pas mal de choses dans la littérature. Donc le scénario s'est écrit finalement assez facilement. Et puis, après, en termes de reconstitution, ça a été un travail colossal qui nous a pris quand même plusieurs années. Surtout qu'on était quand même plus ou moins que 2 au départ avec Maxime, le producteur. Donc, on a beaucoup sillonné les Pays de la Loire à la recherche de cet atelier. Qui n'est pas un atelier d'ailleurs, qui est une écurie, qui est au milieu de la campagne. Donc, rien à voir avec ce que vous voyez dans le film, puisqu'on a triché. Mais oui, c'était un vrai challenge. Et puis alors, il y a un truc aussi que je dis pas, mais c'est que j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelait Clément Schneider, qui lui-même a réalisé pas mal de films d'époque et qui a écrit les dialogues. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que là, ça, c'est vraiment un truc que je me sentais pas faire du tout. Plonger dans le dialecte de l'époque. En plus, il s'est inspiré de dialectes régionaux. Enfin, il a été vraiment loin dans la précision. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que je ne me sentais pas du tout de faire. Donc j'étais très contente de pouvoir travailler avec Clément là-dessus. Et c'est d'ailleurs un peu Clément, en fait, qui m'a fait me dire, étant un peu plus jeune, que c'était possible de faire des films d'époque en court-métrage, parce que lui, on en a fait pas mal. Donc voilà. Et il n'y avait pas un consultant sur le plateau? Est-ce qu'il faut vérifier chaque élément ou on s'en fout au final? Alors, c'est un consultant, non. Alors, son papa est historien. Moi, c'était juste pour la partie dialogue. Mais après, sur le plateau, nous, on a consulté le musée Rodin pour être quand même ça, un peu sûr que ce qu'on racontait n'était pas complètement à côté de la plaque non plus. En sachant qu'il y a des choses dans le film qui sont complètement de la fiction. Et on a décidé dès le départ d'assumer ce côté fiction très vite. En fait, ce qui est pratique quand on fait un film sur une personne existante dont on a peu d'éléments biographiques, c'est ça laisse beaucoup de place à l'imagination et au fantasme et à la projection. Donc en fait, le film était assez jouissif à construire pour cette raison-là. Il y avait pas mal de choses à faire, pas mal de vides à combler. D'abord, merci. Je trouve ça très, très intéressant de faire un film sur cette personne qui, effectivement, est complètement invisible dans l'histoire de l'art. Camille Claudel, il y a eu plusieurs films à propos d'elle. Et Rose Beuret, en fait, il y a une sorte... Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Rodin et Camille Claudel, Rose Beuret, elle n'a pas le beau rôle dans l'histoire. Enfin, je veux dire, c'est elle qui a quelque part vaincu, enfin, en tout cas, qui a gagné par rapport à Camille Claudel. Rodin l'a épousée, il a eu un enfant, mais là, justement, je trouve très, très, très intéressant d'avoir une version de l'histoire où on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a gagné, en fait, hein, on peut quand même se poser la question, on voit beaucoup, beaucoup de souffrance. Mais justement, vous étiez assez libre quant à la représentation de Rose. Hein. Par contre, moi, je me suis interrogée pour le physique de Camille Claudel dans le film, qui n'est pas grand-chose à voir avec non seulement les actrices qui ont joué Camille Claudel précédemment, et puis les portraits qu'on connaît, en tout cas les représentations de Camille Claudel. Là-dessus, pourquoi cette différence, en fait? Pourquoi est-ce qu'elle a ce physique? Parce qu'elle ressemble pas du tout à la Camille Claudel qu'on s'est construit dans l'imaginaire collectif. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était par rapport à l'actrice? Alors, il y a 2 personnages à la fin. Donc, il y a une vieille dame qui, en fait, est Rose.
et la femme en noir qui est Camille Claudel. Voilà, Vous parlez bien de la femme en noir. Je parle de la femme en noir, c'est bien ça. Vérifier. Alors, il se trouve que Camille Claudel, au moment où on la voit dans le film, elle est juste au moment charnière, à la fin de sa carrière, au moment où elle va être internée. 1913, c'est ça. Début 20e, en tout cas. Oui, c'est à peu près le film de Dumont, donc c'est Camille Claudel 1915, ça se passe à peu près à ce moment-là. Donc effectivement, c'est pas Juliette Binoche, c'est Alice Barnol, qui est une grande actrice aussi. Et qui a, elle a un physique qui est un peu détonnant par rapport à ça, mais moi c'était vraiment volontaire. Je voulais qu'on lise sur son visage toute cette fatigue et peut-être cette folie qui est en train d'arriver et qui est en train de la ronger de l'intérieur, quoi. Pour parler un peu du costume, parce que ça c'est pareil, c'est un peu détonnant, c'est pas du tout comme ça qu'on imagine Camille Claudel ou qu'on la représente. J'ai voulu dès le départ, dès le scénario, que son costume soit un peu chimérique, qu'on soit dans quelque chose qui soit un peu trop, qu'on aille un peu vers le grotesque en fait à ce moment-là. Il y a évidemment l'idée que peut-être qu'elle n'est pas là et que c'est une vision en fait de Rose qui reconstitue l'histoire à sa manière. Parce que donc là, ça c'est quelque chose que le musée Rodin nous a dit aussi. Elles se sont normalement croisées bien avant dans leur vie respective. Donc c'est pas la première fois qu'elles se voient du tout dans la vraie vie. Par rapport à la structure du film, donc c'est assez intéressant parce que le film il est pour 2/3 en huis clos. Et après, cette ellipse temporelle nous amène directement vers la vieillesse, vers l'âge mûr. Et cette confrontation donc avec Camille Claudel qui réouvre un peu le film parce que c'est aussi une dialectique entre les deux femmes auxquelles on a toujours attaché Rodin, mais surtout Camille Claudel. Mais qui quelque part aussi constitue une sorte d'attaque personnelle aussi à Rose. Pourquoi le choix d'inclure aussi cette confrontation au-delà de la lecture de la lettre, le petit moment de rencontre est assez... Oui, il est un peu cruel pour oui, Rose. Cruel, oui. En plus, elle la prend pour la domestique, oui. Elle ne voit pas du tout qui c'est. Mais j'avais pas envie qu'elle soit justement en confrontation. C'est-à-dire le fait si j'avais choisi par exemple de terminer le film au moment de la Commune et de ne pas du tout inclure Camille Claudel là-dedans, j'aurais eu le sentiment peut-être qu'on allait penser sans arrêt à Camille, sans la voir, et qu'on allait sans arrêt aussi comparer ces deux femmes, et c'est pas du tout ce que je voulais, parce qu'il me semblait que justement le destin de ces deux femmes était lié, donc par le fait qu'elles ont aimé le même homme, qu'elles se sont aussi un peu détruites pour lui. Mais l'idée c'est que Camille Claudel, à ce moment-là dans le film, elle va tomber dans l'oubli, au moment précisément où Rose, elle accède à une forme de reconnaissance puisqu'elle va épouser Rodin. C'est pour ça que le film s'appelle Madame Rodin. Donc j'avais l'impression que les trajectoires des deux personnages s'inversaient à ce moment-là. Et en même temps, ces deux femmes qui... aujourd'hui, Rose Beuret n'existe plus et Camille Claudel, par contre, existe. Donc il y avait vraiment quelque chose de la trajectoire croisée là, qui m'intéressait de mettre en scène. Et puis oui, pour moi, c'est un peu les deux faces d'une même pièce aussi. D'ailleurs, elle disparaît avant la fin. Elle disparaît avant la fin, oui. On ne la voit pas partir. Mais il y a ce personnage de cuisinière qui est les témoins quand même de cette disparition. C'est pas une disparition totale. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du film, tu dis que c'est un film sur Rose, donc c'est un film sur elle, donc c'est affirmé, écrit par toi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, je m'imagine que c'était voulu une fois qu'on parle de la non-existence biographique de Rose dans l'histoire, c'est que les seuls, donc il y a Rodin qui existe via une lettre. Il y a Camille qui existe via une lettre à la fin, aussi via une lettre. On entend l'écriture des deux, et puis le film est sur une qui, du coup, n'existe pas en parole écrite, gravée. Quoi. C'est ça, elle ne parle pas. Par contre, elle imprime son visage dans le dos de la sculpture. Il y avait ce truc de vouloir laisser sa trace. Voilà. Donc c'est comme ça qu'elle s'exprimait pour moi. Merci beaucoup, Lana. Merci beaucoup à vous.